tout de suite par rapport à ce qu'on appelle l'architecture classique moderne. C'est que l'architecture organique, toute architecture, je dirais, traditionnelle, qu'elle soit africaine, qu'elle soit liée à un lieu ou à une culture, est une architecture organique. Il n'y a que l'architecture gréco-romaine qui est d'une autre, et puis toutes les architectures classiques, et je dirais même l'architecture actuelle contemporaine, qui, elles, ne sont pas de ce niveau-là, c'est-à-dire ne font pas partie systématiquement d'un lieu et liées vraiment à une culture. Dans cette vue, qui est une vue d'ici, vue de Cantersel, un jour de mer de nuages, et qui m'a fait penser à cette dimension intersidérale qui peut exister entre la terre et le ciel, le très grand ciel, et c'est vrai que cette mer de nuages nous donne une impression, alors qu'il y a toute la vallée en dessous, et toute la plaine languedocienne qui est en dessous, et là vous voyez les derniers massifs qui sont ici et que l'on voit de la maison horizon. Cette notion intersidérale est un rapport avec la notion de ciel et de terre, ou d'infini et de fini que nous avons sur terre. Et qui est une dimension, évidemment, qu'on peut rentrer dans la dimension, dans l'architecture organique. Cette notion de vie organique sur terre, nous la rencontrons beaucoup plus dans les forêts, de cette verticalité de l'arbre, donc de cette pulsion organique des plantes, qui se traduit pour nous en deux éléments de géométrie, en un élément de ramification qui sont les branches de l'arbre, et que je représente encore en bas par la fougère, mais aussi quand on coupe l'arbre, cette dimension du tronc qui, lui, par concentricité, qui permet d'ailleurs de trouver l'âge de l'arbre. Et là, tout de suite, ça introduit deux géométries, pour nous architectes, ou qui cherchons à faire de l'architecture organique, deux géométries intéressantes, qui est une géométrie d'enveloppe, donc de concentricité, et une géométrie de ramification, qui est une géométrie rayonnante. Un autre élément de vie organique sur Terre, évidemment, l'eau, mais ici, cette notion de contenant et de contenu, la cascade, dans cette vue, alimente le petit bassin qui est en dessous, l'ensemble constitue un petit contenu, et dans lequel il y a un phénomène, je dirais, d'environnement autour, qui développe non seulement de la végétation, et qui forme le contenant. Cette relation de contenant et de contenu que nous retrouvons constamment dans la nature, que nous retrouvons bêtement quand on remplit une casserole avec de l'eau, nous le retrouvons aussi dans une notion d'une architecture organique, où nous devrions le retrouver. Car il devrait y avoir une notion d'être contenu, tout en faisant que l'on fait partie d'un contenant. Ça donne déjà une relation humaine, et qui nous introduit, nous, habitants, de façon à ce que, dans cette notion d'architecture organique, la dimension humaine, l'habitant, l'individu est pris en considération. Ce n'est pas un objet qui fait que, comme ça, comme une entité, une unité abstraite, que l'on loge. Non. Nous sommes là pour habiter, dans des éléments de vie. Enfin, cette notion de vie organique, on la retrouve tous. C'est le fait de goûter, de manger. C'est ce côté de développement sensoriel. Et là, ici, c'est les couleurs. C'est le côté tactile. C'est le côté du goût. Introduire le tactile dans de l'architecture, c'est facile. Introduire le goût, c'est déjà plus difficile. Et pourtant, avoir du bon goût ou du mauvais goût, c'est bien. Ce sont des expressions qu'on en utilise couramment. Nous avons là, je dirais, cette variété, cette stimulation que l'on retrouve avec ces éléments de vie sur Terre. Cette grappe de raisin, nous l'avons posée sur un tabouret, et ce sont les grains de raisin que nous avons déposés sur le tabouret. Dans une entité organique, il y a une espèce d'unité qui se crée dès qu'on découpe en morceaux les choses, qu'on les décompose,
Voilà la juxtaposition dans laquelle nous nous retrouvons par rapport à l'organisation que nous avons ici. Quand nous prenons un grain et que nous nous sectionnons, nous nous apercevons que l'organisation interne de ce grain est en rapport avec l'organisation même dans la grappe. Il y a là une espèce de réciprocité, une continuité d'un ordre de constitution que l'architecte, nous allons traduire par des géométries, mais qui là, la nature le traduit par des phénomènes ici là, de ramification, hein, et qui sont en même temps. Cette notion de le retrouver dans l'entité et à l'intérieur de la partie de ces entités va nous conduire à comprendre que l'organicité, c'est ce principe qui nous amène à faire que la partie est au tout, ce que le tout est à la partie. Et là, on commence à changer d'échelle, on commence à changer d'exigence par rapport à de l'architecture traditionnelle, classique ou moderne, mais traditionnelle, de boîte, dont on verra tout à l'heure quelques images. Parce que là, il y a une interférence et une réciprocité entre des éléments qui nous constituent, mais qui nous constituent à des échelles différentes. Dans cette notion d'architecture organique, on pourrait la résumer à 3 mots. D'abord, une référence à la nature et une observation, une volonté de comprendre la nature. Mais cette nature, c'est par rapport à quelque chose qui est le vivant, qui est l'animé. Et tout ceci ne peut se faire que s'il y a une conscience et une présence de soi, c'est-à-dire si soi-même, nous sommes non pas un passif, l'escargot qui regarde le train passer, mais qui sont dans un rappel à nous, rappel par rapport à ce que nous ressentons, par rapport aux perceptions que nous avons, c'est-à-dire que nous redevenons nous-mêmes des êtres animés et non pas des êtres passifs. Ces 3 mots, nature, vivant et présence à soi, sont, je dirais, les 3 mots qui pourraient nous permettre d'identifier ce que pourrait être cette notion d'organicité. Donc là, j'en profite, c'est un peu dans le désordre, mais de présenter 2 choses, Cantercel et IFMA France, qui sont les 2 associations qui sont à l'origine non seulement de ce diaporama, mais aussi de ces formations que l'on veut faire à travers la France pour développer ces notions d'architecture organique. Alors, en 2 mots, IFMA France, c'est International Forum for Man Architecture, c'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est une association qui évidemment s'occupe de l'architecture organique et qui introduit toute cette dimension humaine dans l'architecture. Quant à Cantercel, je le définirai en 2-3 mots, c'est Chante la terre et le ciel, vous le connaissez pour beaucoup ici, évidemment c'est un lieu d'architecture, mais déjà ici vous êtes dans un bâtiment inhabituel, mais ce n'est pas pour être inhabituel, c'est pour être plus en résonance avec des éléments de la nature. Donc de cette intériorisation de la nature à une architecture, pour arriver à passer au-delà de purement l'observation, et pour rentrer plus à l'intérieur, c'est-à-dire ce qu'on appelle une intériorisation, eh bien, nous avons 2 éléments. Un qui est l'analogie avec la nature, et l'autre, une recherche d'abstraction avec la nature. Nous ne pouvons pas copier la nature. Essayer de faire un immeuble qui soit comme une plante, ou quelque image quelconque, que l'on rencontre dans la nature ne peut pas se copier. On est obligé d'être dans un rapport d'analogie et d'abstraction. Et ça, c'est déjà quelque chose qui nous demande non seulement d'essayer de comprendre ce qu'est la nature, mais pas de se la raconter en termes d'histoire, de passé, de ce que, simplement de l'étude, comment elle se développe, etc. Mais c'est de rentrer dans tous ces processus de croissance, de développement et d'usure, d'introduire toutes ces géométries de façon là aussi, à les introduire dans nos habitats qui deviennent nos lieux de vie et non pas simplement que des lieux pour se loger. C'est-à-dire des boîtes, que moi j'appelle des cercueils de la vie. Pour travailler là-dessus, et pour présenter cette tendance architecture organique qui quand même, nous le verrons, nous allons nous promener à travers la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours,
qui a préoccupé beaucoup d'architectes et qui, d'une certaine façon, a pris différentes formes. Donc, ce qui est aussi intéressant dans ce mouvement, c'est que ce n'est pas un style, ou ce n'est pas une forme, c'est des choses qui vont évoluer en fonction du climat, en fonction, je dirais, des lieux, en fonction des cultures dans lesquelles elle va s'implanter. C'est donc quelque chose d'assez vivant, diversifié. On ne peut pas la catégoriser sous forme d'un style, pas du tout. Et on a essayé de définir quels étaient les paramètres qui pouvaient, non pas la définir, parce qu'elle est très difficile à définir, mais qui pouvaient être des éléments qui allaient nous permettre de la caractériser. Le premier, c'est de se fondre dans un souffle de vie qui se traduit par un mouvement. Le deuxième, c'est de participer. Nous apercevons que toute entité vivante participe d'une orientation et d'une résonance, quand on y porte attention, qui est de poids et d'allègement. Donc là, la notion de poids et d'allègement sont déjà des ingrédients qui vont nous aider à faire cette cuisine de l'architecture organique. C'est d'accompagner la sécrétion de vibrations entre des structures d'enveloppe et de ramification. Déjà tout à l'heure avec l'arbre, j'ai parlé de structures d'enveloppe, c'est-à-dire le phénomène du tronc, et de ramification avec les branches. C'est de stimuler, tout ça ce sont des critères, ils ne sont pas besoin d'être tous, mais il faut au moins qu'il y en ait un ou deux. C'est de stimuler une profondeur sensorielle associée à un recentrage et ouverture. Cette profondeur sensorielle, je l'ai stipulé tout à l'heure avec cet étalage de fruits, de légumes, hein. Et en même temps, bon, la couleur, ça nous incite, on a envie de goûter, on a envie de toucher, donc ça représente une ouverture. C'est de relier l'intérieur et l'extérieur, là où régulièrement nous faisons une barrière, une opposition entre l'intérieur et l'extérieur, et nous éprouvons le besoin, soit d'avoir des murs, soit d'avoir des parois transparents, mais nous sommes maladroits pour créer cette continuité intérieure-extérieure. Nous verrons tout à l'heure comment, à différentes époques, certains architectes ont traduit cette relation intérieure-extérieure. Et de traduire une authenticité dans la mise en œuvre des matériaux, qui nous permet de trouver la notion de nature des matériaux. C'est une des questions qui m'a préoccupé pendant plus d'une dizaine d'années pour essayer de me dire comment on peut comprendre cette nature des matériaux, quelle est la différence entre un morceau de bois et une pierre, hormis le poids, hormis la dureté, ou entre du verre, un qui casse et l'autre qui casse moins, etc. Mais comment peut-on faire pour rentrer dans cette nature des matériaux, pour qu'on la sente, que ce ne soit pas une démarche purement intellectuelle, mais que ce soit en même temps une démarche sensible et aussi une démarche suffisamment précise pour être communicable avec d'autres, de façon à ce que nous aussi la ressent. En fait, j'arrive au septième, c'est d'induire une liberté dans laquelle on associe la lumière et un déploiement d'espace. L'espace, c'est une ouverture, une fleur, vous la parlez du bourgeon, et puis, bon, surtout en ce moment, où on les voit de jour en jour, hop, elle va s'ouvrir, et là, il y a un déploiement. Et la fleur qui se déploie, la rose, la marguerite, n'importe quelle fleur, quand elle se déploie, non seulement il y a cette ouverture, mais il y a cette respiration d'espace. C'est aussi secréter l'alchimie d'une poésie. Et ça, qu'est-ce qui nous émeut le plus? Qu'est-ce qui nous fait parfois rougir, toucher notre intériorité, si ce n'est qu'une dimension poétique? Au-delà de, je dirais, car nous sommes de plus en plus des manteaux, au-delà des phénomènes intellectuels. Et enfin, de réveiller une pulsion vitale associée à une expansion spatiale. Bon, tout ça paraît un peu complexe, ne vous inquiétez pas, on va essayer de l'aborder avec 9 diapos qui vont essayer de le mettre. Ces 9 critères, ça c'est une des spécificités, nouveauté dans ce diaporama, ça n'a pas la prétention, je le répète, de définir cette tendance d'architecture organique, c'est se donner des éléments pour reconnaître ce qui peut être organique ou appartenir à une organicité. Alors, on va continuer.
Donc le premier élément, c'est le mouvement. C'est la sécrétion d'un mouvement. Entre le croquis que vous avez à gauche, qui est un premier croquis d'intention, et le projet qui est à droite, qui est donc une 3D, il y a un monde. Il ne faut pas croire que ça se fait à un coup de cuillère à peau, ça demande des heures et des heures, des hésitations, des retours, des échanges, même entre nous, pour passer de la gauche à la droite. Et ceci, c'est en fait dans cette recherche de mouvement que nous arrivons à le cristalliser. Le mouvement va cristalliser ses intentions. Après, ben, ça va se traduire évidemment sous forme d'un 3D ou d'un espace à vivre, mais avant que ça existe, nous devons en faire des graphiques, en faire des dessins, et ça veut dire passer de cette partie à gauche à la partie à droite, comprendre qu'à gauche, il y a déjà tout ce qu'il y a à gauche, à droite, c'est une complexité, parce que c'est le mouvement qui contient toute la vie. Par exemple, dans la petite... Bon, ici, on arrive par derrière, dans ce bâtiment, on est sur une partie qui est sur 2 niveaux, on le comprend, et de la partie gauche à la partie droite, il y a une galerie qui va aller jusqu'au l'autre côté. Vous avez les chambres qui vont se retrouver ici, donc dans une partie qui est ici. C'est pas que ce croquis représente systématiquement celle-ci, parce qu'il y a des heures de travail entre les deux, mais il y a toute une organisation de vie qui va aller de ce point à celui-ci, et qui va nous permettre de répartir dans l'espace toute l'organisation de cet habitat, tout le programme de cet habitat, s'il est pour une personne, 2 personnes, s'il y a 3 chambres, un séjour, commencer, etc. Et qui va donner toute l'habitabilité en fonction évidemment du programme que l'on reçoit par le maître d'ouvrage. C'est donc ce mouvement qui est ce souffle de vie, et qui n'est pas du fonctionnalisme, c'est du souffle de vie, c'est des qualités, une recherche de « je veux de la lumière, je veux pas de la lumière, je veux développer telle sensorialité, une sensorialité tactile, une sensorialité visuelle, parce que je veux me projeter, je veux au contraire rechercher de l'intimité ». Et ça, ce n'est pas du fonctionnalisme, c'est de la recherche de nous aider à habiter. Poids et allègement. Cette notion de poids et d'allègement, nous l'avons ici, par exemple, dans cet habitat. Alors, j'ai bien dit tout à l'heure que même un habitat traditionnel, mais vrai traditionnel, là nous sommes sur le côté africain, nous sommes ici dans un bâtiment contemporain, eh bien, cette notion de poids que nous avons ici, avec cette petite toiture c'est fait évidemment avec les matériaux du lieu, nous sommes dans une architecture très traditionnelle, nous retrouvons ici dans une architecture plus complexe, bon, puis d'une autre intention, c'est évident, mais nous retrouvons ces notions aussi qui vont nous faire raisonner avec des phénomènes de collines, de retrouver des éléments, ou de passer dessous. Et comme là, ici, on va aller chercher la pénétration. Il y a là des notions de... Ce n'est pas un bloc, ça se répartit en plusieurs parties, exactement comme notre corps humain. Il y a une tête, il y a un tronc, il y a des jambes, des bras. Là aussi, nous avons des éléments. Un bâtiment qui est un monolithe, ben, c'est un vrai cercueil. C'est un tombeau. Et un tombeau, c'est un monolithe. C'est la mort. Le vivant, il est varié, il a plusieurs parties, il est articulé. Et c'est pour ça que j'ai pris cette photo, parce que c'est un bâtiment bon, contemporain, mais constitué de plusieurs parties, de même que celui-ci est aussi constitué de plusieurs parties, alors qu'il n'est que d'éléments. En plus, chacune de ces éléments constitue un ensemble, mais nous avons là aussi, je dirais, ces notions d'entité. Que pour moi, ce soit d'une facture contemporaine ou d'une facture très traditionnelle, ça représente une organicité. Car ça représente des éléments de vie. Par rapport au cercueil dont je parlais tout à l'heure. Vibration d'une structure d'enveloppe et de ramification.
Cette notion entre structure d'enveloppe et de ramification, nous avons là ici un mur mitoyen, au fond. Les notions de ramification, de ramification, nous les retrouvons avec le phénomène d'avoir un centre qui est ici, et de pouvoir se projeter, de retrouver ces ramifications, nous les retrouvons avec cette poutre qui est là, avec une autre qui est ici. Donc là, des bras, ça s'ouvre. Avec des bras, j'embrasse, je prends, je saisis. Par contre, je ramène ou j'éloigne de mon tronc, de mon corps. Je retrouve ces phénomènes pareils de volonté. Mais là, c'est fixe, c'est mobile, évidemment, c'est un habitat. Ces notions d'accueillir et de se projeter, parce que on est là, on va se projeter sur le jardin, etc. C'est un phénomène respiratoire, comme le phénomène aspirer et d'expirer. Il y a donc un phénomène de respiration, il y a donc un phénomène de vie, de vibrer avec des éléments, je dirais, de l'animation de la vie. Voilà. Entre ces phénomènes nous sommes au quatrième, qui est la profondeur des sensorialités, sensorielles, c'est-à-dire de développer nos capacités sensorielles. Dans cet exemple-là, bon, ben nous avons la pierre, évidemment, qui est un matériau, il y a le bois, un deuxième, ben, vous avez aussi une dalle de béton, vous avez aussi cet élément de paroi transparente. Tout ceci nous amène à faire varier nos sensorialités, à faire vibrer, à réveiller ce qui dort en moi. Et ça devient important, que le fait d'habiter m'aide à réveiller ce qui peut être mon animation. Pas simplement intellectuelle, mais je parle corporelle, celle qui fait que je sens, je suis touché, je suis thermiquement sensible à quelque chose. Il n'y a pas que le toucher, il y a le thermique, il y a le tactile, il y a les couleurs, il y a les odorats des matériaux et les tactilités des matériaux. Vous voyez bien que là, il y a toute une sollicitation sensorielle beaucoup plus importante que dans ces javelisations d'appartements que l'on voit parfois ou de maisons auxquelles je n'ai pas voulu, pour ne pas être méchant, montrer le contraire. Je préfère, parce que c'est peu ou moins connu ce genre de choses, et je préfère rester sur du positif et pas aller vers le montrer là où on est tous les jours. Voilà encore l'autre critère, le cinquième, c'est cette fluidité spatiale qui va faire que l'on cherche entre ce contenant dans lequel je suis habité, le fait de passer, et là vous avez donc cet auvent avec cette petite terrasse. Nous sommes là dans Paris, hein, entre autres, un fond de cours dans Paris. Eh bien, vous avez ici, dans cet habitat, entre ça et l'extérieur, un espace intermédiaire, mais qui est extérieur, et dans lequel on va passer de l'intérieur à l'extérieur pour trouver cette fluidité. On va aller plus loin dans d'autres cas, où, je dirais, on peut être encore moins frontal qu'ici, parce que là encore, je trouve que bon, c'est un projet encore de jeunesse, où il y a encore une frontalité, car la baie vitrée qui est ici est encore frontale. On trouvera des exemples tout à l'heure où il y a des projets où même ce phénomène frontal est déjà réduit. Sixième, l'authenticité et la nature des matériaux. Dans cet exemple-là, nous sommes en Bretagne, vous avez un bâtiment traditionnel, et nous sommes venus faire un bâtiment, il y a eu un bâtiment là, contemporain, pour une extension de ce bâtiment. La hiérarchisation des matériaux devient importante. Si on avait fait ici, par exemple, tout en pierre, ou tout en maçonnerie enduite, on n'aurait pas créé ce phénomène dont je parlais tout à l'heure, de poids que l'on trouve dans les sous-bassements, et d'allègement, parce qu'on appelle là, bon, m'excuse du terme, on appelle ça des attiques, peu importe, qui fait que le monolithisme que nous avons là
ici, nous n'avons déjà plus le même monolithisme et nous avons l'impression d'une verticalité plus grande alors que nous ne sommes pas plus haut, même plus bas. Alors, FTR. Il y a donc là, dans cette hiérarchisation des matériaux, enduit et en pierre, qui est déjà, vous voyez, on reste sur le même matériau, minéral, mais déjà, on le traite différemment, et ça donne déjà un niveau de tactilité, de poids, donc de sensorialité différente. Car pour nous faire vibrer, faut-il qu'encore il y ait plusieurs sensorialités sollicitées. Une seule sensorialité qui est sollicitée, très vite, elle s'use. Et je dirais qu'un art d'habiter, c'est de mettre une harmonie, un orchestre, une orchestration des sensorialités. Septième je dirais, critère que nous avons défini tout à l'heure, ou paramètre, et là, qui est la réception lumineuse et le déploiement d'espace. Dans ce... bon, là, nous sommes à la Sagrada Familia à Barcelone, qui est, bon, il est certain que Gaudi n'a jamais vu cela, mais c'est ce qu'il avait imaginé, à peu près. J'ai voulu prendre cet exemple pour le côté lumineux, car là, on voit comment... la structure et la lumière sont intimement liées. Vous connaissez tous les choux-fleurs. Imaginez-vous de regarder et d'être dans un chou-fleur, ben à un moment donné, on aurait un peu des sensations de cet ordre, si on pouvait se mettre dans le chou-fleur, c'est ramifié. On a tous des expériences d'être dans un arbre. Bon, pareil, bon, mais dans un arbre, et il y a ce phénomène de lumière, avec des lumières parfois plus profondes, ou des lumières plus scintillantes et ponctuelles, toutes ces variations. Un grand défaut, c'est cette grande baie vitrée avec une lumière uniforme, mais c'est un coup de poing dans la sensorialité, dans la sensibilité que l'on pourrait avoir. Hein, c'est comme pour dire bonjour à quelqu'un, pof, je lui fous un coup de poing. Voilà. C'est dommage que quand on est face à une grande baie vitrée, il n'y ait pas cette variation des intensités lumineuses et que ce soit simplement un phénomène de paroi. Et ça, plus on va le rendre, non pas subtil, parce que ça, mais le rendre différent, être capable de différencier ces variations d'intensité, de réception de lumière, plus on va varier et pouvoir faire jouer, résonner nos sensorialités. J'en arrive à la huitième, c'est l'alchimie de la poésie. Très difficile d'essayer d'expliquer une alchimie de la poésie. Dans ce bâtiment-là, par exemple, bon, encore, dans lequel on va jouer avec le phénomène musical, qui est dans une petite fosse, que l'on voit ici, le phénomène de le coin-feu, qui est un phénomène de chaleur et d'intimité, et dans lequel on va se retrouver autour, et puis la double hauteur entre la mezzanine et le premier niveau, dans lequel il y a le son qui monte, évidemment, et avec la chaleur qui va pouvoir se rayonner. Là aussi, on va, dans un même espace, faire varier, non seulement dans les couleurs, dans les matériaux, solliciter, de la même façon qu'un musicien va solliciter les cordes de sa guitare ou les touches de son piano pour créer ses harmonies. Je vous signale que musique, architecture sont cousins-cousines. Ils ont beaucoup de mots communs. On parle de mouvement en architecture, on parle de mouvement en musique, on parle de timbre dans l'œuvre. On a aussi en architecture des tactilités qui ressemblent aussi. Nous avons beaucoup de termes qui nous sont proches l'un l'autre. Et en fait, chose surprenante, c'est que je me suis aperçu que l'on les entend toutes les deux. On entend la musique et on entend l'espace dans lequel on vit. Et on l'entend plus qu'on ne le voit. Parce que tant qu'on le voit, c'est qu'on ne l'entend pas beaucoup. À ce niveau-là, le sens visuel n'est pas le sens le plus important pour approfondir et vivre les choses. Pulsion vitale et expansion spatiale.
Là, nous sommes dans un très grand bâtiment dans lequel la limite est à côté à peu près à 5 mètres, même pas 4-5 mètres. Nous sommes dans Paris. Et dans cette vue, j'essaie de faire valoir cette notion de pulsion vitale qui est non seulement, bon là ce sont des polycarbonates, bon ce sont des éléments que l'on a retrouvés ici à Campercel, qui sont pliés en accordéon. Il y a cette fosse dans laquelle on vient creuser dans le sol, dans laquelle on vient s'asseoir. Les plantes sont aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le vitrage est ici derrière en accordéon, voilà, que l'on voit là, bon, qui sont des matériaux de synthèse. Mais il y a aussi ce côté vibrant qui fait que la façon dont on accroche ces plaques, ces grandes plaques de polycarbonate, qui sont des plaques transparentes évidemment, avec les triangles qu'il y a ici, et ces fleurs ou ces plantes que vous avez ici, il y a là des, je dirais, des clins d'œil qui font que cela n'est pas étranger, c'est pas n'importe quoi. Là, ce n'est pas un rond métallique, cristallin, genre, je sais pas, métal, l'acier galvanisé ou n'importe quoi qui va venir. Non, bon, on va essayer de trouver une résonance, une relation de résonance entre les uns, que ce soit formel, que ce soit dans le sens tactile, que ce soit dans le sens d'une profondeur auditive, de façon à créer un ambiance. Souvent on dit que le côté moderne, l'architecture moderne est froide. Je dis non, ce n'est pas froid. C'est froid quand c'est un cercueil de la vie, mais quand ça sert avec de l'architecture organique, ou du moins ces éléments-là, eh bien ça représente plutôt des éléments animés. Le seul problème, c'est qu'on a peu ces images-là. Et en France, l'architecture organique, c'est peu connu. Dans les pays nordiques, c'est déjà beaucoup plus connu. Dans d'autres pays, bon, aussi. Mais là, ici, en France, on a encore, je dirais, on est encore dans les styles Louis XVI, Louis XIV, ou de cet ordre. Ici, dans cette, je vais vous laisser lire, c'est, je dirais, pour introduire cette notion du mouvement de l'architecture organique, c'est Isabelle Vallée-de-Flore, qui est la présidente de IFMA France, qui nous invite à cette introduction, à, je dirais, et à cette promenade que nous allons faire du 19e siècle au 21e siècle, ou à nos jours, sur cette architecture organique. Qui aujourd'hui commence à avoir des résonances et je dirais se retrouve avec certains intérêts d'ordre écologique ou pour trouver un lien avec la dimension humaine.